Bonjour tout le monde, ou rebonjour pour ceux que j'ai vus en conférence ce matin. Donc comme promis, voici une petite vidéo de coup de pouce pour le travail à faire pour la semaine prochaine, c'est-à-dire pour le vendredi 17 avril. Ce sont 3 exercices que je vous demande de faire pour cette semaine prochaine et qui concernent le chapitre sur le son que vous avez vu la semaine dernière et dont vous avez normalement regardé la vidéo. Si ce n'est pas le cas, il est encore temps de le faire et il faut absolument le faire pour être capable de faire les exercices. Donc comme je vous disais, pas d'autre travail cette semaine que ça, il faut juste se faire ces 3 exercices et me les rendre sur le Google Classroom comme d'habitude à partir des Google Docs qui vous sont fournis. Donc on va voir ensemble rapidement les 3 exercices pour vous donner quelques astuces. Le premier exercice est celui-là, c'est le 23 page 220 du livre Hachette et c'est un exercice de type Python. Alors n'ayez pas peur, on ne va pas vous demander de programmer du Python ou d'écrire des lignes de code, ça va juste vous demander de faire comme d'habitude dans les autres exercices, c'est-à-dire trouver une période et une fréquence et essayer de comprendre un petit peu comment le programme a été écrit ou en tout cas comment certaines lignes ont été écrites. Voyons voir. Donc la première question, on vous demande de déterminer graphiquement la période de chacune des fonctions correspondantes aux courbes. Donc c'est comme d'habitude, vous cherchez le motif élémentaire et une fois que vous l'avez trouvé, vous en prenez un maximum pour être le plus précis possible. Et ça, vous aurez la durée d'un certain nombre de périodes, de la quantité de périodes que vous aurez trouvé ou dont vous aurez fait la mesure. Il n'y a plus qu'à diviser cette durée par la quantité de périodes que vous avez mesurées. Ensuite, calculez la fréquence de chacune de ces deux fonctions. À partir du moment où vous avez la période dans la question 1, grâce à la formule, vous êtes capable de répondre à la question 2. La formule, je vous rappelle, f est égale à 1 sur t. La fréquence est égale à l'inverse de la période. Ensuite, question 3, on vous dit à l'aide de la représentation temporelle de la fonction y, donc cette fonction-là qui est en bleu, indiquez ce que représente le nombre 3 dans la ligne 11 du programme. Donc vous avez la ligne 11 qui est ici dans le document A, et on vous demande à quoi correspond le nombre, le chiffre plutôt 3, à partir de la représentation y. Donc regardez bien cette représentation et cherchez où vous retrouvez la valeur 3 et essayez de comprendre du coup à quoi correspond cette valeur 3 au niveau de la courbe. Si vous vous souvenez plus du nom, vous pouvez aller voir le poly page 4 pour vous rappeler du nom de cette valeur. En 4, on vous demande de compléter le commentaire de la ligne 8 du programme. Donc vous avez la ligne 8, c'est marqué valeur et on ne sait pas trop quoi. Et ça désigne la ligne 9. Donc à votre avis, à quoi correspond la valeur donnée en 9? Et à ce moment-là, du coup, il faut compléter le commentaire en 8. Valeur de... Voilà, c'est à vous de me le dire. Je vous rappelle que tout ce qui est écrit là avec des jazz devant, ce sont des commentaires. Donc ce ne sont pas des lignes de programme, c'est juste des commentaires de l'auteur pour vous aider à comprendre comment marche le programme. Et enfin, en ligne 5, en question 5, pardon, on souhaite tracer une nouvelle fonction y de période t égale à 0,020 secondes et d'amplitude égale à 4, réécrire les lignes du programme à modifier. Donc à partir de toutes les questions auxquelles vous avez répondu avant, normalement vous êtes capable de me déterminer, grâce à la période qui vous est donnée, la fréquence et de changer les lignes de code de l'extrait du code donné en A pour qu'il nous fasse ce qu'on veut dans la question 5. Alors, à aucun moment vous avez besoin nécessairement d'utiliser le code ou de faire marcher le code, mais je trouve ça quand même plus pratique et plus sympa pour concrétiser un petit peu l'exercice, pour que vous voyez le genre de choses qu'un code peut faire. Et donc, je vais vous fournir un code, le code Python, que vous allez pouvoir utiliser sur une console en ligne. Donc, sur Classroom, vous allez trouver le lien de la console en ligne que je vous ai donné. Vous allez sur ce lien, vous récupérez le fichier Python qui vous est donné sur Classroom également. Une fois que vous avez ce fichier, vous ouvrez le lien vers la console gratuite en ligne que je vous ai donnée. Vous allez tomber sur cette page ici, c'est la console Python en ligne gratuite que je vous demande d'utiliser. À partir du moment où vous êtes sur cette page, vous n'avez plus qu'à prendre le fichier que vous aurez téléchargé, donc qui s'appellera seconde C12 exercice 23, là, ce fichier là que je vous montre ici. Vous l'avez téléchargé à partir de Classroom, il est quelque part dans votre dossier, peu importe où vous l'avez rangé. Vous l'attrapez comme ceci, et vous venez le drag and drop à gauche ici. Et là vous avez le code qui apparaît directement dans la console. Alors, vous ne pouvez pas directement le lancer avec la touche Run, parce que quand on appuie sur la touche Run dans cette page de console en ligne, ça lance systématiquement le code qui est dans main.py ici. Et là, actuellement, il n'y a rien dedans. Nous, ce qu'on va devoir faire, c'est prendre tout notre code, le copier, donc copier, copie, et venir dans main, et clic droit, et coller. Alors, il est où coller? Je le trouve pas, c'est pas grave, CTRL V, ça marche aussi. Voilà. J'ai collé mon code. Maintenant qu'il est là, je peux le lancer. Et ça, c'est le code de départ. Donc ça va vous fournir les mêmes courbes, les deux courbes qui étaient dans l'énoncé.
Donc vous allez voir, voilà, une fois que le code a fini, vous voyez l'image qui apparaît à gauche, image.png, et quand vous cliquez dessus, et bien vous voyez les courbes qui ont été tracées par votre code Python. Donc votre code Python a permis de tracer ces deux courbes qui sont les courbes présentes dans l'énoncé. Et donc quand vous répondrez à la question 5, vous allez modifier le code. L'avantage c'est que vous pouvez tester en modifiant directement à l'intérieur de ce code et le relancer pour voir si la nouvelle image enregistrée est bien comme vous l'attendez, correspond bien à ce qu'on vous demande dans la question 5, avec la nouvelle courbe de Y. Alors rien ne vous empêche, pour ne pas confondre l'image, d'aller tout en bas du code, ici, et au lieu de l'appeler image.png, donc cette partie du code demande au code Python d'enregistrer nos courbes sous la forme d'un fichier appelé image.png, on l'a bien vu apparaître ici, ben vous pouvez très bien l'appeler image2 par exemple. Ce qui fait que quand vous relancerez votre nouveau code après l'avoir modifié à la question 5, vous aurez une nouvelle image et vous pourrez comparer entre les deux images directement. Voilà pour le code Python. Alors encore une fois, ça c'est pas indispensable, mais je trouve ça mieux de vous familiariser avec le code, avec la façon dont fonctionne le code Python et de voir que vos changements fonctionnent. Ça vous permet de vérifier que vos réponses à la question 5 sont bonnes. Alors revenons-en aux exercices. Ensuite, donc après avoir fait cet exercice-là, vous avez en exercice suivant l'exercice numéro 24, page 220 du livre Hachette, qui est la détermination de vitesse de propagation des ultrasons, exercice à caractère expérimental. Donc c'est le genre de TP qu'on aurait fait ensemble si on avait pu se voir en classe de TP, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc je vous donne cet exercice pour que vous voyez un petit peu. Alors si vous vous souvenez, vous allez voir dans le poly page 3, vous verrez le schéma, le genre de schéma du montage expérimental. Alors je ne veux pas que vous me recopiez le dessin du poly page 3 parce que c'est pas exactement la même chose, il faut que vous l'adaptiez à l'exercice. Donc il va falloir que vous dessiniez l'émetteur, le récepteur et la distance, enfin bref, toutes les données qui sont là, vous m'en faites un schéma. En gros, le principe c'est qu'on met un émetteur qui émet des ultrasons, on met un récepteur à 80 cm de celui-ci, et grâce à un oscilloscope numérique, on a les courbes représentatives des deux signaux. Donc dans la question, on vous demande de schématiser le montage. Donc je vous dis, vous pouvez le dessiner sur Paint par exemple, ou alors le dessiner sur papier et me faire une photo et vous la mettez à l'intérieur du fichier Google Doc directement. Vous la copiez-collez. Ensuite, question B, que se passe-t-il aux instants repérés par les points A et B sur la courbe? Donc regardez bien le protocole, réfléchissez bien à comment ça fonctionne et normalement vous serez capable de me dire ce qui se passe en A et ce qui se passe en B du point de vue expérimental, pas du point de vue des courbes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a fait, à quoi ça correspond dans l'expérience. Question C, calculer la valeur de la vitesse de propagation dans les conditions de l'expérience. Rappelez-vous de la formule qui permet de calculer la vitesse grâce à la distance et le temps. Question 2A, rappeler la valeur approchée de la vitesse du son dans l'air. Ça je vous laisse le rechercher sur internet ou sur le cours. Question B, comparer les valeurs de vitesse de propagation du son et des ultrasons dans l'air. Il faut comparer, donc comme d'habitude, pour comparer deux valeurs, vous faites le quotient entre la plus grande et la plus petite. Et vous faites votre conclusion à partir de ça. Donc voilà pour l'exercice, le deuxième exercice à faire. Et le troisième exercice à faire, c'est l'exercice 28, page 221. Si vous vous souvenez bien, au départ du cours, dans la vidéo, je vous avais montré cette image en tant qu'introduction en vous disant qu'on allait le revoir plus tard. Et la problématique, c'était comment fonctionne un bateau qui utilise un sonar pour déterminer où est la profondeur du sol et pour trouver les bancs de poissons. Et bien grâce à cet exercice, vous allez être capable de répondre à la question qu'on vous pose, c'est-à-dire quelle est la profondeur du fond marin sous le bateau du document A. Donc vous avez le schéma qui vous est donné dans le document A, donc c'est une démarche d'investigation, donc il y a juste une question, la question c'est quelle est la profondeur du fond marin sous le bateau du document A. Détaillez bien le raisonnement et les calculs qui vous ont conduit à votre résultat, donc je vous ai mis toute la page, n'hésitez pas, détaillez bien, expliquez la façon dont vous y êtes pris. Vous avez le document A qui vous montre le bateau, le schéma, vous avez plein de données ici, regardez bien le schéma, vous avez des données très importantes, vous avez les données qui sont à l'intérieur du texte, lisez bien, et grâce à ces données, vous allez être capable de trouver la bonne valeur de vitesse de propagation des ultrasons grâce à cette courbe, et grâce à la formule de vitesse, de déterminer la profondeur du fond marin qui est sous le bateau. Voilà pour les petits coups de pouce. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et n'oubliez pas de me rendre ce travail sur le Google Classroom pour le vendredi soir comme d'habitude. Donc n'oubliez pas de bien appuyer sur rendre la copie ou rendre le document. Je ne sais plus ce qui est noté dans votre Classroom, mais rendez-moi bien la copie que je puisse voir que vous avez fait le travail. Voilà, merci à tous, bon courage pour cette semaine et à la semaine prochaine.